Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Banous, on va parler des tendances et des enjeux du marketing d'influence grâce à notre invité Nicolas Chabot. J'en profite pour remercier l'IAB qui nous a permis d'organiser ces différentes rencontres et spécialement Victoire et Stanislas. Bonjour Nicolas, merci pour ta participation à ce podcast, à cette émission vidéo Banous. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Écoute, avec plaisir. Moi j'ai un parcours qui est assez international. Je suis passé par des cabinets de conseil, puis j'ai travaillé dans la distribution pendant assez longtemps dans différentes parties d'Europe. Et en 2012, j'ai quitté les grands groupes pour rejoindre Tracker, qui était une toute petite société à l'époque. J'ai rejoint les fondateurs. C'est une société qui a été créée aux États-Unis et je l'ai rejointe pour la développer en Europe. Et donc depuis 2012, je suis impliqué sur ce projet. Donc depuis vraiment le tout début de l'influence, on parlait encore de MySpace à l'époque, pour te dire. Et voilà, donc ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on développe Tracker dans le monde entier. Et aujourd'hui, je m'occupe en particulier pour Tracker de gérer l'ensemble de nos équipes de service client et conseil client. D'accord, très clair. Comme je le disais dans l'introduction, on va parler du marketing d'influence. Est-ce que tu peux nous dresser un panorama en fait de ce secteur ? Comment il est distribué, C'est une question difficile parce que c'est un secteur qui change à une vitesse phénoménale et d'ailleurs avec la pandémie il a repris un nouvel élan. Depuis que ce secteur a émergé, finalement depuis un certain temps, parce qu'on parlait des blogueurs initialement. En France, ça a été assez d'ailleurs pionnière sur le blog. YouTube est très fort depuis longtemps. Puis les réseaux sociaux, on avait peur d'un certain épuisement à la fin des influenceurs. Et c'est une industrie qui continue à se renouveler. TikTok a donné un immense, un grand coup d'air frais sur le secteur. Les contenus continuent à changer, à évoluer. Et je dirais que si on peut parler de panorama, je dirais qu'aujourd'hui, le marketing d'influence s'est finalement imposé comme une des jambes du marketing digital. Donc il n'y a plus trop de questions et de débats sur le fait que ce soit pertinent pour toucher les audiences. Donc c'est vraiment quelque chose que les marques maintenant doivent s'approprier dans leur stratégie. C'est une première chose. Deuxième chose, dans les grands panoramas, il y a quand même cette image de la Chine qui donne cette vision d'un marché où le rôle des influenceurs est immense. On représente jusqu'à 20% de toutes les ventes de e-commerce en Chine se passent à travers les influenceurs. Ouais, alors excuse-moi, je te coupe, mais pour donner un exemple par rapport à ce que tu dis et pour bien savoir si j'ai bien compris, c'est là finalement tu parles du live shopping. Hein. Est-ce que ça fait partie du marketing d'influence ? Pour revenir pour redéfinir ce qu'on va dire par marketing d'influence, pour moi, marketing d'influence, d'ailleurs en anglais c'est marketing influenceur. D'accord. C'est un tout petit peu peut-être plus direct. Et donc ce marketing d'influence, pour moi, c'est toutes les stratégies que les marques utilisent pour développer leur propre campagne de communication à travers des voies tierces qui sont les voix de ces influenceurs. D'accord. Ces influenceurs étant ces individus, ces personnes, ces vrais gens qui ont développé des audiences à travers les réseaux sociaux. D'accord, quelle que soit la plateforme. Quelle que soit la plateforme, voilà. Donc c'est très large. Pour que ce soit plus clair, j'ai tendance à ne pas inclure dans cette définition l'influence traditionnelle des journalistes et des médias traditionnels pour se concentrer sur cette spécificité. Ce sont des gens
seuls qui, en créant du contenu, en accumulant des audiences, ont acquis une voix, une crédibilité. Et le marketing d'influence, c'est comment est-ce que je peux m'appuyer sur ces voix pour la communication de ma marque. D'accord, bah écoute, très clair. Pour continuer un peu par rapport à notre discussion, donc j'ai bien compris, donc d'un côté on a des personnes qui ont une audience, de l'autre côté on a des annonceurs qui souhaitent promouvoir leurs produits, et au milieu il y a, parce que ce que je me dis c'est que il n'y a pas grand chose à faire, hein, c'est-à-dire tout est géré par des plateformes. Or, on peut néanmoins mettre de l'intelligence entre les deux, en fait. Pour m'expliquer, parce que je ne suis pas sûr d'être très clair. Comment tu mets de l'intelligence entre un annonceur qui veut promouvoir un produit et l'influenceur qui relaie le message, en fait? Est-ce que tu as de la data? Est-ce qu'on peut mettre en place des choses particulières? Alors... de plus en plus de data. Il faut se rendre compte que les enjeux deviennent phénoménaux. On me demande toujours un peu quel est le ROI du marketing d'influence. Quand on voit que Kylie Cosmetics a été vendu à Coty avec une valorisation de plus de $1 milliard, les $1 milliard, ils ont vraiment existé parce que la transaction dans le compte en banque, elle a vraiment existé. Donc, c'est pas de la valeur artificielle qu'on a inventée. Donc, les enjeux étant énormes, on va amener de plus en plus, en effet, de data, pré-campagne, post-campagne, et pour essayer de comprendre, mais finalement, comment est-ce que les activités que je génère avec ces gens-là créent de la valeur pour ma marque. Mais quand tu parles d'intelligence, il y a aussi un autre sujet qui vaut le coup d'être évoqué, c'est que la difficulté de ce type d'activité de communication, c'est l'exécution. Ouais. Parce que exécuter une campagne de médias à grande échelle à travers Facebook Business Manager, finalement, l'échelle est gérée par la plateforme de façon assez automatique. Gérer de l'échelle à travers des programmes d'influence est complexe. Parce qu'on va engager des relations, des discussions avec 10, 100, 1000, 10 000 différentes parties prenantes dans le monde pour générer des contenus originaux, créatifs, qui engagent les audiences. Et donc, il y a un enjeu d'exécution extrêmement complexe qui a longtemps été un peu un obstacle pour les marques qui souhaitaient s'en saisir. Donc, intelligence dans l'exécution, dans la relation, c'est un côté très personnel entre la marque et l'influenceur. D'ailleurs, la plupart des contenus restent organiques. C'est-à-dire on parle des marques sans que les marques soient partie prenante de la relation. Il y a tout un côté organique qui est très fort. Dans la beauté, c'est quand même plus de 90% des contenus qui sont organiques, par exemple. Donc, quand on parle de marketing d'influence, il existe malgré vous, dans un certain sens. Et puis, il y a toute la partie data, measurement, ROI, qui est vraiment en train de se sophistiquer à cause des enjeux financiers qui sont attachés à ça. D'accord. Si tu avais, je sais pas, 3 conseils à donner à un annonceur qui souhaiterait se lancer sur le marketing d'influence, quels conseils tu pourrais donner? Alors, je pense que les annonceurs j'aurais presque tendance à te dire que tous les annonceurs se sont un peu lancés maintenant. Oui. Ont commencé à apprendre. Donc, le conseil que je donnerais aux annonceurs qui souhaitent passer peut-être de l'expérimentation à une augmentation de leurs investissements, c'est d'être très clair sur les objectifs qu'ils se fixent par rapport à ce type d'activité. C'est d'être aussi se positionner dans le long terme. C'est-à-dire que c'est pas du spot télé où on fait on-off. C'est vraiment dans cette exécution, cette relation avec des individus qui doit perpétuer dans le temps, et aussi par rapport aux audiences, parce que les audiences s'appuient sur la crédibilité de l'auteur du contenu pour réagir à ce contenu. Donc il faut se positionner dans le long terme. Donc avoir des objectifs, se positionner dans le long terme et vraiment mettre en place des outils de mesure et des données qui permettent de sortir du subjectif et vraiment d'avoir des éléments concrets pour
à la fois bien cibler les gens avec lesquels on va travailler. Est-ce que je travaille avec les bonnes personnes? Est-ce que je protège ma marque? Est-ce que je cible les bonnes audiences? Et puis après, suivre les progrès que je réalise. Alors, une question, mais comment l'annonceur il choisit ses influenceurs en fait? Il y a une banque d'influenceurs, je peux avoir accès à des listings pour contacter les gens, ou finalement c'est à travers des agences Je crois que ça, c'est une question à laquelle je dirais Tracker répond parfaitement. Ouais. Donc, il y a maintenant sur le marché énormément d'outils et technologies qui intègrent une fonctionnalité de discovery, et tous les clients par exemple de Tracker ont accès à un moteur de recherche hyper sophistiqué où on va pouvoir choisir ses influenceurs en fonction des sujets qu'ils adressent, en fonction de l'audience, en fonction de leur performance, en fonction de la taille de leur audience. Donc ça, c'est la première étape. Mais il y a aussi une étape plus qualitative qui est importante, qui est une étape qualitative en termes de validation des contenus. Est-ce que les contenus sont alignés avec le propos de ma marque? Et on parle beaucoup peut-être qu'on en reviendra là-dessus, mais de purpose et d'alignement de valeurs, c'est très important. Et puis aussi avec des sujets de compliance. Il faut aussi se rendre compte que quand on travaille avec des individus, le monde de l'influence a le meilleur et à le pire. D'accord. C'est des gens qui sont soit dans le métier depuis 10 ans très professionnels, ou des jeunes qui émergent, qui peuvent être aussi peut-être imprévisibles ou immatures. Donc c'est aussi un métier où on arrive sur un environnement et une population sur lequel je pense qu'il faut être aussi vigilant en termes de marque. Donc choisir ses influenceurs, c'est choisir ses canaux de communication en fonction de ses objectifs et de ses audiences. Il y a des outils qui m'aident à faire ça. Et c'est aussi, je pense, aujourd'hui, quand je suis annonceur, mettre en place des outils de vetting, de compliance, qui permettent de m'assurer que je vais travailler avec des gens avec lesquels je suis sûr que je veux associer ma marque. Je t'ai posé la question des conseils pour un annonceur. Est-ce que tu aurais, par exemple, un site, un livre, un podcast, enfin une ressource pour progresser sur ce domaine ? Écoute, de façon peut-être un petit peu égoïste, j'invite chacun à aller voir les ressources sur les sites Tracker. On a un compte Instagram, on a un podcast, on a un blog, et on produit énormément de contenu sur en particulier autour du measurement, quels sont les bons KPI, comment réussir sa campagne. Il y a beaucoup de case studies, donc beaucoup de choses à apprendre sur nos channels. Justement, c'est quoi les KPI d'une campagne en influence en fait? Vous allez traquer comme une campagne classique display, c'est-à-dire je vais traquer le clic, la vente, etc. Enfin, vous faites la même chose? Alors ça, c'est vraiment la question clé aujourd'hui sur laquelle l'industrie dans son ensemble travaille. J'ai envie de renvoyer d'abord à les objectifs qu'on va fixer pour la campagne. D'accord. Ça peut être des objectifs de notoriété de marque. C'est comme ça, vraiment, que le marketing d'influence est beaucoup développé. Ça peut être des objectifs de purpose, de considération de marque, de valeur. Ça peut être aussi des objectifs de transformation. Et on a énormément aujourd'hui d'activation d'influenceurs qui vont se concentrer sur le bout du funnel, sur la performance, un petit peu sur le modèle que tu mentionnais, live shopping, Asia, etc. Et aujourd'hui, le marketing d'influence commence à couvrir l'ensemble des éléments du funnel de plus en plus, avec des liens avec tous les modèles d'affiliation et une porosité entre l'influence et l'affiliation qui est en train de se développer, des nouveaux business models, des nouveaux acteurs qui se positionnent sur ce sujet-là. Donc, l'enjeu pour les annonceurs est de mettre en place des indicateurs qui permettent de comprendre l'impact de leurs investissements sur différents secteurs. On travaille beaucoup, nous, avec nos clients, sur maintenant des programmes de brand lift et de survey pour comprendre l'impact sur les marques. D'accord. On a mis en place évidemment tout ce qui est performance tracking sur le modèle de l'affiliation qui permet de comprendre quelles sont les ventes générées directement par les influenceurs sur les sites. Mais c'est vrai que ces modèles de mesure restent assez partiels parce que mettre en place du brand lift, c'est relativement cher. C'est pas évident techniquement à mettre en place quand on active 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 influenceurs avec des contenus uniques. Donc c'est plus difficile à mesurer
quelque part que les campagnes intégrées avec un contenu homogène. Et pour cela, les marques, en effet, s'appuient sur des proxys qui sont l'ensemble des données qui sont fournies par les réseaux, qui sont très nombreuses, que ce soit les vues, les engagements, des métriques agrégées qui permettent aussi d'avoir une vision un peu consolidée de l'ensemble de ces métriques. Et donc, on entend beaucoup de marques qui se disent, moi, je mesure mon ROI en fonction des vues générées, en fonction de l'engagement généré sur les contenus. Et ce sont des indicateurs qui sont hyper valables à partir du moment où on arrive à faire le lien entre ces indicateurs et les vrais bénéfices pour mon business en termes de marque et en termes de vente. Non, c'est ultra clair. Merci beaucoup, Nicolas. Mais en fait, moi, ce que je me dis, c'est que le plus gros problème, entre guillemets, c'est finalement le filtre de la plateforme. Parce que la plateforme vous donne telle ou telle donnée et peut refuser de transmettre certains types de données, ou finalement, lorsqu'on fait du marketing d'influence, on a accès à toutes les statistiques qu'on le souhaite via TikTok, je sais pas, Facebook, YouTube, Snapchat. Écoute, chaque plateforme a une politique différente, donc tu as raison de dire qu'il y a une complexité liée au fait que la transparence n'est pas la même sur toutes les plateformes. Bon, par exemple, Snapchat est hyper privé. D'accord. On est vraiment dans un environnement privé et très peu transparent, avec très peu d'accès aux données. C'est pour ça d'ailleurs sans doute que la plateforme n'a pas réussi à émerger dans le monde de l'influence. D'autres sont très ouvertes. L'API publique de YouTube est très ouverte et donne accès à énormément de données. Et donc en fait, selon les plateformes, en effet, on va avoir des capacités de mesure différentes. Pour Instagram, la meilleure façon d'obtenir des données profondes, c'est que les influenceurs acceptent d'authentifier leur compte auprès des plateformes technologiques, ce qui permet à ces plateformes de capturer de la data et de la retourner aux annonceurs. Donc en effet, il y a une certaine homogénéité. Les vues ne veulent pas dire la même chose sur YouTube. C'est de notoriété publique que TikTok a une façon de mesurer les vues extrêmement généreuse. D'accord. Ce que d'autres appelleraient à peine une impression, je dirais. D'accord. Ce qui leur permet d'avoir des chiffres de vues vidéo complètement disproportionnés. Donc, en effet, il faut être hyper vigilant et il y a une certaine sophistication nécessaire à comprendre l'ensemble de ces indicateurs. Et c'est pour ça que je reviens un petit peu à ces fondamentaux, qui veut dire, bon, tous ces indicateurs sont hyper intéressants parce qu'ils sont immédiats, largement disponible à travers les plateformes et votre outil technologique, mais revenez aux fondamentaux, essayons de comprendre, au-delà de cet engagement et de ces vidéos vues, quel est l'impact sur votre marque qui a été généré, quel est l'impact sur vos ventes qui a été généré. Et là, on rentre on sort un petit peu de ces enjeux de données fournies par les réseaux pour aller voir les vrais impacts business, mais avec des enjeux de mesure qui sont un peu plus complexes à résoudre. Eh ben écoute, merci beaucoup Nicolas, c'était vraiment cool de pouvoir discuter avec toi sur ce sujet que je commence à mieux appréhender, et je verrai grâce aux différents comptes Banous, j'irai voir les statistiques pour comprendre mieux le système. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te suivre? Dernière question. Écoute, vous pouvez me suivre donc à travers les réseaux trackers, donc TRACKR, et puis bien sûr sur LinkedIn où je relaie beaucoup de contenu autour de l'influence aussi. Eh ben écoute, super, merci beaucoup Nicolas, et merci à vous de nous d'avoir visionné cette vidéo Banous ou d'avoir écouté le podcast. Et n'oubliez pas, pour nous soutenir, n'hésitez pas à liker, ça fait très youtubeur, j'en suis désolé, mais il faut liker, partager et commenter. Si vous avez d'ailleurs des questions à poser à nos invités, on pourra les relayer par la suite. Et puis, tout simplement, ça nous aide beaucoup pour développer la chaîne. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.